Mais parlons du dollar pour commencer avec Samy Char qui est avec nous en visioconférence, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours passionnant de s'arrêter quelques minutes pour évoquer le sujet du dollar. Vous l'avez fait d'ailleurs récemment dans un papier de recherche qui a été publié chez Lombardier avec la question de la perspective moyen-long terme qu'on peut avoir pour le dollar. Avant d'en venir à cette vision, Samy, un mot quand même de l'histoire de court terme qu'on observe depuis quelques semaines, à savoir le fait que depuis que Jérôme Powell a signalé une pause, ou l'idée d'une pause début mai, lors du précédent comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, depuis ce moment-là, le dollar ne cesse de progresser contre un ensemble de devises. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation, ce raffermissement du dollar, et comment est-ce qu'on le remet dans une perspective un peu plus moyen-long terme? Alors, à court terme, tout dépend du différentiel de taux d'intérêt, et notamment du différentiel de taux d'intérêt réel. À très court terme, on a le sentiment qu'on a atteint un équilibre. La Réserve fédérale américaine est proche de son apogée, la Banque centrale européenne l'est également, à 3,5 ou 3,75. On sent qu'on y est, quoi. Et puis l'inflation est en train de baisser dans les deux zones. Donc le différentiel de taux d'intérêt réel entre l'Europe et les États-Unis me semble stable. Et ça nous dit un dollar qui devrait végéter entre 1,05 et 1,10. On a un forecast fin d'année à 1,10 sur ce différentiel-là. En revanche, ça bougera plus lorsque ce différentiel de taux d'intérêt va se faire défavorable au dollar. C'est lorsqu'on aura atteint un niveau d'inflation plus confortable qui permettra aux banques centrales d'indiquer qu'elles vont peut-être commencer à baisser les taux en 2024. Et comme la Fed a plus d'espace pour baisser les taux que les autres banques centrales, ça devra être négatif dollar. Donc 1,05, 1,10 aujourd'hui et probablement 1,15, 1,20 au fur et à mesure qu'on s'engage dans 2024. Effectivement, donc cette reprise du dollar, effectivement, c'est pour vous une parenthèse dans une route qui est plutôt une route d'affaiblissement du dollar, en tout cas sur l'horizon fin d'année. Samy, quand on parle d'un affaiblissement du dollar, évidemment, on regarde la parité euro-dollar naturellement. Est-ce que face à d'autres devises, on peut imaginer que le mouvement de baisse du dollar soit un mouvement prononcé, significatif? Quelles sont les devises face au dollar qui pourraient profiter de l'affaiblissement du dollar? Alors, lorsqu'on sera dans une tendance d'affaiblissement du dollar, en raison du différentiel d'intérêt, c'est-à-dire à partir du moment où la Réserve fédérale américaine pourra couper les taux, et on pense à la première baisse de taux en mars 2024, ce sera une dépréciation généralisée du dollar dans un environnement qui sera un environnement d'amélioration. Lorsque la croissance mondiale va bien, généralement, le dollar perd un petit peu de valeur contre le reste des devises puisque l'effet reste du monde versus les États-Unis s'épanouit. Et c'est généralement dans ce contexte-là qu'on a une dépréciation un peu plus généralisée du dollar sur un différentiel de croissance favorable aux émergents, sur un différentiel d'intérêt qui sera probablement favorable à l'euro et également au yen. Mais c'est un tout petit peu tôt pour imaginer cet affaiblissement du dollar généralisé. Pour ça, il faut vraiment que l'inflation revienne vers des niveaux plus confortables et que la Fed puisse commencer à indiquer qu'elle baissera les taux en 2024. On n'en est pas encore complètement là. Donc un certain équilibre autour de 1,05, 1,10 aujourd'hui. Au-delà de ce cycle ou ce mini-cycle conjoncturel que vous décrivez, Samy, dans une vision plus prospective, et c'est d'ailleurs l'exercice auquel vous vous êtes attelé dans ce papier de recherche, Samy, il y a cette volonté d'une partie du monde peut-être même grandissante, de se dédollariser. Comment est-ce que vous intégrez cette volonté affichée de la part de certains États, banques centrales, moins alignés peut-être que précédemment sur les intérêts du dollar et les intérêts américains? Comment ce facteur-là peut jouer dans une perspective de long terme quand on regarde la devise américaine? Oui, Grégoire, on va beaucoup en entendre parler de cette dédollarisation parce qu'à chaque fois que la valeur du dollar faiblit, même si c'est en raison d'un différentiel d'intérêt, on va avoir tendance à parler de dédollarisation et encore plus aujourd'hui parce que vous l'avez très bien dit, il y a une réalité géopolitique, une volonté peut-être de se protéger des sanctions à terme et donc pourquoi pas se dédollariser, notamment quand on pense à certains gros émergents. Le problème, c'est qu'on a une conviction très très forte sur la question et on est ravis d'en débattre, mais c'est que c'est très difficile de se dédollariser à deux niveaux. Déjà au niveau du stock,
c'est que si vous avez beaucoup de réserves en dollars, on pense aux Chinois qui en ont 3 500 milliards, si vous voulez dédollariser, comment vous faites? Il n'y a que 1 000 milliards de francs suisses disponibles. Elle est détenue par la Banque nationale suisse. Pareil pour le yen qui est détenu, les réserves en yen sont détenues par la Banque du Japon. Donc c'est difficile de trouver des actifs disponibles. Ensuite, au niveau de votre stock, si vraiment vous voulez dédollariser, vous allez céder de la liquidité, puisque vous allez acheter une devise qui est moins disponible, vous allez lâcher de la sécurité. Par exemple, si vous allez pour du renminbi chinois, vous avez à faire face à un compte de capital qui est fermé, donc moins de sécurité institutionnelle, et vous allez devoir lâcher du rendement, parce que par exemple pour le renminbi, la Banque populaire de Chine paye 2 sur les réserves en renminbi, alors qu'aujourd'hui la Fed paye 5 sur les réserves en dollars. Donc évidemment, gérer son stock de dollars pour quelque chose d'autre, on voit bien que c'est assez compliqué, sans rentrer dans les questions du flux. C'est-à-dire que tous ces pays continuent de recevoir des dollars parce qu'ils dépendent du consommateur américain. C'est donc légitime de vouloir se dédollariser. En revanche, c'est pas toujours possible. Effectivement, à l'instant T, ça paraît compliqué. Est-ce qu'on peut réfléchir quand même à l'idée d'alternatives montantes qui pourraient devenir crédibles à un moment, au moins partiellement, pour certaines banques centrales? Enfin, l'idée de l'euro, à un moment, était cette idée-là, quand même, Samy. Ah, c'est un très bon point, Grégoire. C'est assez amusant, d'ailleurs. Si vous êtes brésilien, chinois, et que vous souhaitez dédollariser, est-ce que vraiment vous vous protégez des sanctions et du bloc dollar en allant pour de l'euro, du sterling ou du yen, qui sont très clairement, encore une fois, des alliés des États-Unis? Donc, vous ne parvenez pas à vos fins lorsque vous diversifiez votre stock dans de l'euro ou dans des devises alliées aux Américains. Vous devez le faire dans un actif qui est quelque part en dehors du bloc dollar. Et là, je ne vois pas beaucoup d'alternatives au renminbi chinois. Et donc, effectivement, on voit bien quand même la difficulté à trouver une alternative, en tout cas en ce qui concerne le stock. Est-ce qu'on peut imaginer la création d'alternatives, j'allais dire, presque ex nihilo? Je sais qu'au sein des BRICS, par exemple, la question peut-être de créer un actif commun qui pourrait être une monnaie, au moins une monnaie de réserve. Ce sont des sujets qui reviennent régulièrement, alors qui sont au niveau de la discussion, de la conversation verbale aujourd'hui, mais ce sont des idées qui traînent, pour dire les choses trivialement. C'est légitime. Alors, on a beaucoup parlé du stock. Est-ce qu'on peut trouver une alternative au stock, le renminbi, peut-être d'autres émergents qui, comme vous l'avez si bien dit, créeraient une réserve ex nihilo? Le problème, si vous voulez vraiment dédollariser, c'est que vous devez gérer aussi le flux de réserves en dollars que vous continuez de recevoir. Comprenez le mécanisme économique sous-jacent à ces réserves, à ce flux de réserves en dollars. La plupart des pays émergents, et notamment la Chine, sont très fiers d'avoir un excédent commercial, donc de vendre leur production à qui? Essentiellement aux consommateurs américains. Or, ce consommateur américain, il paye en quoi? Il paye en dollars. Donc, tous les pays émergents, et notamment la Chine, qui sont excédentaires par rapport aux États-Unis, de facto vont continuer, mois après mois, à recevoir des dollars. Donc, même si vous arrivez à gérer votre stock de dollars, votre problème, c'est que vous restez dans un fondamental de croissance où vous accumulez du flux mois après mois. Et ça veut dire que si vous voulez vraiment vous dédollariser, notamment au niveau du flux, pas uniquement au niveau du stock, vous devez changer votre modèle de croissance et vous devez accepter de ne plus être excédentaire par rapport aux consommateurs américains. Vous devez donc plus dépendre de votre propre consommateur ou d'un autre consommateur. Et là, encore une fois, on voit le manque de progrès qui est fait par la Chine au niveau de sa diversification économique. Donc, pour conclure, le fait que le monde dépende encore autant du consommateur américain fait que ce sera très difficile d'inverser ce flux de dollars qui se répartit sur l'ensemble de la planète. Merci beaucoup pour ces réflexions, Samy. Merci d'avoir partagé avec nous vos vues, vos convictions de long terme, effectivement, sur la difficulté de dédollariser le monde dans lequel on vit aujourd'hui, y compris sur des horizons de temps qui vont au-delà des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup, Samy. Samy Char, chef économiste de Lombardier, qui était avec nous en visioconférence pour entamer cette émission.